pense que la première raison pour laquelle le débat sur les revenus universels de base a réémergé à la veille de la crise du coronavirus, c'est la première chose, la nature de cette crise, ça a provoqué un arrêt soudain de l'activité économique et un consensus sur le besoin de stimuler l'économie avec l'injection massive des ressources, notamment monétaires, pour maintenir la consommation et donc la production économique. Donc ça, c'est la première raison, à mon avis, pour laquelle les programmes de transfert d'argent aux ménages sont à l'heure du jour à nouveau dans beaucoup de pays européens et par ailleurs aussi dans le reste du monde. La deuxième question, je pense, c'est que il y a une sensation de remettre les compteurs à zéro et de refonder les contrats sociaux après la crise du coronavirus qui va être sans doute très très profonde. Et c'est cette perception du besoin d'un nouveau contrat social qui explique qu'on fait recours à des idées qui ont par ailleurs été dans le débat public depuis longtemps. Oui, je suis effectivement tout à fait d'accord que ce revenu universel était présent dans le débat public depuis des années. J'allais dire même il a une longue histoire qui remonte à des siècles durant. Il y avait toujours cette question qui était posée et qui avait un rapport avec quoi? Avec la question de la justice sociale. Comment assurer une certaine cohésion dans une société pour éviter que les inégalités ne soient déstabilisatrices de l'unité nationale. Et donc, cette question aujourd'hui ressurgit pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'il y a le choc, évidemment, du Covid-19, qui est un choc à la fois brutal et violent, qui s'est traduit par des pertes d'emplois. Aujourd'hui, le chômage aux États-Unis, le chômage en Europe et encore plus évidemment dans les pays aussi du Sud atteint des proportions jamais inégalées, même dans les moments de crise économique et de crise financière dans le temps, avec ce que cela aussi engendre comme perte de revenus de ces ménages et donc d'une absence d'une capacité de faire face pour beaucoup de groupes sociaux aux besoins essentiels. Et donc, par conséquent, nous savons déjà que cette crise était là, que les inégalités étaient présentes dans les pays au nord comme le sud, et que même les classes moyennes ressentaient quelque part une forme de déclassement. Et donc, quand cette crise est venue ajouter de l'angoisse sociale, et avec cette perte de pouvoir d'achat, et il était tout à fait normal que les États ou que les mouvements sociaux remettre de nouveau sur le tapis ou sur l'agenda cette question de comment assurer un revenu minimum ou un revenu universel à certaines catégories sociales, soutenir à la fois l'économie, mais au-delà du soutien de l'économie, pour faire face à des besoins de perte en revenus qui est fondamental. Et je crois qu'aujourd'hui, le débat dans ces pays, au nord comme au sud, est en train de connaître une évolution, c'est-à-dire d'un revenu d'urgence, d'un revenu qui permet de faire face à une crise, comment repenser effectivement tout le système de protection, tout le système des inégalités et aller vers évidemment des politiques publiques, aller vers une politique de redistribution du revenu qui soit capable de garantir un minimum de subsistance et un minimum de dignité aussi à l'ensemble des catégories sociales. Si vous permettez, je pense que c'est très intéressant les volte-face que certains, je dirais, totems de l'économie libérale en Europe ont fait dans les derniers jours. Il y a les vice-présidents de la Banque centrale européenne, par exemple, Luis de Guindos, un économiste orthodoxe espagnol du Parti populaire, donc, qui vient de la banque, qui a déclaré qu'il faut remettre sur la table un revenu minimum d'urgence, justement, pour faire face à la situation. Et plus important encore, il y a les Financial Times, donc les journaux par excellence de l'économie libérale, qui avait fait une campagne contre les revenus universels de base depuis des années et qui vient de publier le 3 avril un éditorial disant maintenant
l'urgence justifie la mise en place d'un revenu universel de base. Donc, ça pour montrer comment il s'agit vraiment d'aller beaucoup plus au-delà de la réponse à la crise à court terme, de trouver des solutions structurelles aux problèmes de l'inégalité qui, certainement, étaient déjà sur la table bien avant le coronavirus. Tout à fait. Je dirais une chose que dans ce débat enfin, sur le revenu minimum, même les libéraux, pas tout simplement dans cette période de crise, avaient toujours aussi été sensibles, en tout cas une composante de la famille libérale était sensible à la question du revenu universel de base. Je me rappelle que dans les travaux de Milton Friedman, ce thème était assez récurrent. Et pourquoi? Parce que tout simplement, mais dans une autre optique, c'est-à-dire c'était un moyen de garantir un niveau de subsistance pour les démunis, et surtout pour échapper à la bureaucratie de l'État-providence, parce qu'ils considéraient que l'État-providence était aussi une source de gaspillage de la ressource, et en même temps, elle ne ciblait pas correctement les personnes qui avaient besoin enfin, d'un soutien. Donc, apporter, mettre en place un revenu minimum était pour lui, de manière libérale, garantir quand même une stabilité sociale, garantir l'accès à un revenu pour évidemment l'ensemble des catégories sociales, tout en évitant les effets pervers d'un État, disons, socialisant ou bureaucratique. Oui, avant. Alors, tu commences là, Ravi. Oui, qu'est-ce que, au juste, un revenu universel et quelles sont les appréciations que l'on peut porter sur les expériences qui ont eu lieu ici ou là sur cette question? Tout d'abord, il faut dire évidemment qu'il y a une typologie des revenus universels. Il n'y a pas une forme de revenu universel. Et non seulement parce que leurs sources, je dirais, politiques sont différentes. Je viens de citer tout à l'heure la proposition libérale, mais aussi il y a une autre proposition qui est celle d'un courant libertaire, qui a une autre définition, une autre acceptation, je dirais, du revenu universel. C'était celui qui non seulement assurait par un transfert de l'État à un certain nombre de catégories un revenu essentiel de base et minimum, mais aussi permettre de libérer les personnes de la conditionnalité du travail pour que les personnes aient un choix. C'est-à-dire, si le travail existe, où il y a une possibilité de travailler, ce travail est jugé non décent par cette population, la population avait le droit, j'allais dire, de le refuser. Donc voilà, deux conceptions totalement différentes. Mais comme ce thème est revenu de manière successive, je dirais dans les débats publics et dans les campagnes électorales des différentes partis, quelle que soit leur philosophie politique, il y a évidemment trois questions fondamentales qui se sont posées autour de ce revenu. Est-ce que ce revenu doit être conditionné ou non conditionné par l'accès aux ressources? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit être accessible à toutes les catégories sociales indistinctement de leur revenu? Ou est-ce qu'il faut le conditionner? Et s'il faut le conditionner, par quels critères le conditionner? Est-ce que, par exemple, le conditionner par un critère de retour au travail, de la recherche du travail, si c'est un transfert qui est lié au chômage notamment? Ou est-ce que c'est aussi un revenu qui, sans être lié au travail, peut être donné à tous les ménages ou à tous les individus, ou à toutes les personnes, mais garantir quand même que ces personnes sont au service aussi d'une notion du public par un certain nombre de travaux qu'ils doivent assumer au bénéfice de la collectivité, et en même temps aussi une autre typologie, c'est-à-dire quel lien entre ce revenu à mettre en place et le dispositif fiscal, parce que l'impôt négatif notamment pouvait permettre justement de limiter les prélèvements fiscaux sur un certain nombre de catégories minimales. Donc c'est autour de ces trois catégories qu'il y a eu ce débat. Ce débat, évidemment, autour de quel type de revenu universel a connu une évolution dans les pays du Nord, mais aussi les pays du Sud se sont inspirés. Si je prends les expériences des pays du Sud, il y a 3 ou 4 pays dans l'hémisphère sud qui ont essayé d'expérimenter ce revenu universel. L'Inde, dans un premier temps, qui a commencé par expérimenter ce revenu universel dans un État, au bénéfice, et cette fois-ci non conditionné, universel, individuel, pas à l'échelle des ménages, mais individuel,
avec un niveau de revenus transférés peut-être minimum, mais qui assurait un minimum de besoins. Mais dans les résultats, on donnait, disons, des aspects très positifs sur la question de l'éducation, sur la question de la santé, sur la question de la nutrition des enfants, sur la question même de l'épargne et sur la question du financement de certaines activités. Ce qui a conduit l'Inde à vouloir généraliser ce dispositif à l'ensemble du pays. De la même manière, en Namibie, ça a été le cas. Il a été expérimenté dans certaines régions, puis transféré à 4 autres régions à l'occasion de la sécheresse, mais avec les mêmes résultats positifs. Aujourd'hui, il y a une expérience qui est en cours, notamment au Kenya, qui touche un certain nombre de communautés rurales. Donc, voilà les quelques expériences qui ont eu lieu dans le Sud. Mais globalement, les pays du Sud ont plus utilisé ce qu'on appelle les transferts monétaires, comme c'est le cas évidemment pour le Brésil, avec la Bolsa Família. Or, les transferts monétaires ne sont pas du tout de revenus universels parce qu'ils sont conditionnés par rapport à certaines situations, soit de profils de pauvres, soit de personnes qui sont sous handicap et qui permettent évidemment à ces pays, à ces populations d'avoir un soutien de l'État comme un revenu social minimum. C'est le cas du Maroc où il y a eu plusieurs types de transferts monétaires. Et aujourd'hui, la dispersion de ces transferts monétaires, leur diversité, nous conduit aussi à penser est-ce qu'il ne faudrait pas les revoir pour aller vers un revenu universel qui peut être conditionné sur certains aspects, qui peut être à 2 paliers et sur lesquels on pourrait en discuter dans un deuxième temps. Pardon, monsieur Ivan? Oui, voilà, ça va. Voilà, c'est bon. Donc, comme l'Arabie vient de le dire, il y a 2 concepts concurrents des revenus universels de base. D'un côté, un outil de protection sociale des groupes plus vulnérables. Un autre concept comme droit citoyen pour la majorité de la population, indépendamment de leurs conditions économiques et du travail. En Europe, par ailleurs, les premiers concepts, donc outils de protection sociale, est acquis et répandu depuis longtemps. En fait, ça fait partie un peu de l'État-providence sans l'appeler comme ça. Si on voit les États européens, tous ont depuis des années des mécanismes de revenus minimum d'insertion pour les plus vulnérables qui n'ont pas de autres recours. Bien sûr, la France, depuis 1988, en fait, avec les revenus minimum d'insertion, puis les revenus de solidarité active. L'Espagne même, il a 17 programmes dans les communautés autonomes, donc les gouvernements régionaux, des programmes de revenus minimal. Maintenant, on discute un programme national, mais dans tous ces cas, il s'agit des niveaux assez bas et notamment, bien sûr, en dessus même du niveau de pauvreté et en tout cas de pauvreté relative et en tout cas du salaire minimum. Donc, il s'agit d'une protection sociale des derniers recours, je dirais. Quels sont d'après les expériences en Europe, quels sont les pour et les contre de cette modalité de protection sociale? Les pour, c'est très clair, c'est la simplicité de la mise en place et de la conception de l'outil, la rapidité dans une situation de crise comme l'actuelle où elle peut être mise en place, et aussi le fait qu'elle permet d'éviter les pièges de la pauvreté pour les bénéficiaires de l'assistance sociale, parce que c'est non conditionné, justement, comme l'Arabie le disait tout à l'heure. Les contre, donc les désavantages de cet outil, les premières, c'est clairement dans quelle mesure il décourage la recherche d'emploi par les bénéficiaires, donc à un niveau d'incitation économique. Les coûts sont des programmes assez coûteux parce qu'ils touchent des couches importantes de la population. Et finalement aussi, une chose qui peut être considérée un désavantage, mais aussi un avantage, c'est le fait qu'elle transfère la capacité de décision sur la nature du dépense aux bénéficiaires. Donc, normalement, ça
souvent, ça facilite plutôt la consommation que l'investissement, par exemple. Par contre, les évaluations qu'on a fait en Europe, en Espagne même, de revenu minimum d'insertion, universel d'insertion, indiquent qu'ils sont émancipateurs pour les bénéficiaires, ils contribuent nettement à améliorer leurs conditions de vie et ils n'ont pas un impact évident sur leur employabilité. Donc la probabilité de trouver ou de chercher un emploi ne change pas comme conséquence de la réception d'un revenu universel de base. Voilà. On passe à la troisième question. On passe à la troisième question. Voilà. Alors, est-ce que le revenu universel de base est aujourd'hui une réponse appropriée pour protéger les populations vulnérables? Je dirais dans un premier temps, oui, mais, c'est-à-dire à quelles conditions et selon quelle configuration et selon quelle modalité de mise en œuvre. Le oui s'explique pour les raisons suivantes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un revenu universel ou un revenu universel de base peut être envisagé dans des pays du Sud, notamment. La raison première, c'est qu'en fait, la population des actifs est une population qui travaille dans une large majorité dans le secteur informel, avec des revenus très limités, avec aussi une précarité enfin dans le travail, et avec souvent ces travailleurs dans le secteur informel n'ont pas de protection sociale. La deuxième, c'est que même les travailleurs salariés qui disposent d'un revenu permanent, une partie de ces salariés touchent le revenu minimum qui n'arrive pas peut-être à couvrir des besoins qui sont extrêmement importants et évolutifs. Et ce revenu minimum n'est pas garanti pour l'ensemble des populations salariées parce que dans cette population salariée, il y a une partie qui est en sous-emploi et il y a une partie qui rentre et qui sort dans le cycle de production ou dans l'entreprise en fonction du cycle de l'entreprise et du contexte économique. Et donc, il y a des entrées et sorties qui rendent ce travail salarié précaire. La proportion des populations salariées pauvres est importante. Quand on dit travailleurs salariés pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le revenu minimum ou le seuil minimum défini comme étant un seuil de pauvreté. Troisième raison pour laquelle ce revenu universel de base serait important, c'est que les aides sociales qui sont mobilisées par l'État en faveur de toutes les catégories de populations vulnérables et de tous les profils de ménages ou d'individus vulnérables, qu'ils soient au chômage, qu'ils soient de troisième âge, qu'ils soient femmes qui ont perdu leur mari, des veuves et très avancées dans l'âge et qui sont dans l'isolement et la solitude, que ce soit les jeunes parfois qui sont pas pris en charge socialement par leur famille ni par des institutions publiques. Si vous ajoutez à cela aussi les personnes handicapées, qui représentent parfois une proportion importante de la population, donc toutes ces catégories qui sont couvertes parfois par des mécanismes de filets de sécurité. Ces filets de sécurité ne sont pas suffisamment efficaces parce qu'il y a des problèmes de ciblage de ces populations sur l'ensemble du territoire, parce que parfois ils peuvent être pas suffisamment couverts par des mécanismes comme dans le cas du Maroc, le RAMED, c'est-à-dire qui permet l'accès à la santé dans des conditions favorables pour les populations vulnérables, etc. Donc vous avez des systèmes d'aide sociale, un système de protection sociale qui est éclaté. Aujourd'hui au Maroc, vous avez pratiquement plus de 100 programmes ou de 120, à peu près 120 programmes. Il y a une déperdition même de la ressource. Il y a une forme de gaspillage parce qu'il y a de double emploi. Et puis en même temps, il n'y a pas de
la bonne gouvernance, je dirais, de ce système, parce qu'ils ne sont pas unifiés, ils ne sont pas coordonnés. Donc, leur façon de les coordonner, etc., c'est peut-être d'envisager un revenu universel, mais ce revenu universel serait évidemment peut-être déterminé par une certaine conditionnalité pour certaines populations, certains profils, et non conditionnel pour d'autres. Un troisième âge, évidemment, qui est dans le besoin, qui n'est pas pris en charge par sa famille. Il n'y a pas de conditionnalité pour ce type de profil. Donc, on peut envisager à la limite un revenu universel qui serait pour certaines catégories conditionnelles, pour d'autres qui ne l'est pas. Mais à la condition qu'il soit bien sifflé ou qu'il soit peut-être à deux niveaux. Un minimum de base pour tout le monde et un deuxième palier qui cherche à cibler des catégories précises, des profils précis auxquels on ne peut pas demander une certaine conditionnalité, que ce soit par l'activité ou que ce soit par le retour au travail d'une certaine manière. Donc, c'est aussi l'occasion de restructurer, de refonder le système de protection sociale pour lui donner une cohérence et pour rationaliser les ressources. C'est vrai que la question fondamentale qui se pose, c'est comment financer, au-delà du critère du ciblage qui doit être, il n'y a pas de ciblage parfait, mais qui doit être le plus efficient et le plus efficace possible et le plus pertinent possible. Mais en même temps, quels sont les moyens que peut mobiliser l'État? Par la ressource fiscale. Donc l'État aussi doit prendre en considération cette contrainte qui pèse sur elle sur un certain nombre d'autres dépenses et définir un volume financier à consacrer à ce revenu. Et c'est à partir d'une identification de ces personnes et de ces profils et de la contrainte budgétaire qu'on peut trouver le moment d'équilibre ou d'arbitrage à faire sur le montant et sur le mécanisme d'affectation. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense la réponse en premier lieu, c'est oui. Effectivement, les revenus universels des bases est un bon mécanisme pour répondre à la crise à court terme et de façon temporaire. Pour moi, ça c'est évident. Et par ailleurs, il y a un consensus assez répandu. Et aussi, oui, absolument, les revenus universels d'urgence est un outil de protection sociale de dernier recours utile, je dirais, autant au nord qu'au sud, mais avec certaines précautions, comme l'Arabie le disait tout à l'heure. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que cette crise est en train de provoquer un débat très salutaire sur les mécanismes, sur les rôles de l'État déjà, mais aussi sur les mécanismes de protection sociale. Ici, au nord, en Europe, comme au sud, au Maroc, par exemple. Et là, je pense qu'il faut inclure des autres éléments aussi dans les débats. Et quelles sont les alternatives? Quel est le coût d'opportunité? Est-ce que c'est mieux établir des mécanismes de cette nature ou plutôt de renforcer les prestations d'éducation, de santé et même des pensions de l'État? Et ça, c'est important. Quelle est la combinaison probablement complexe des programmes d'assistance sociale, disons, qu'il faut trouver pour répondre aux défis finalement fondamental de la vulnérabilité d'une partie importante de la population. Et je mentionne aussi ici aussi la politique d'emploi, la création d'emplois qui peut aussi se promouvoir par des ressources publiques et qui est aussi une autre dimension de la politique publique dont il faut tenir compte dans le cadre de ce débat. Et les salaires, la politique des rentes, les salaires minimums, quel est le rôle du salaire minimum? Comme l'Arabie le disait tout à l'heure, les travailleurs, il y a énormément de travailleurs salariés précaires et pauvres, mais ça c'est aussi causé en partie par la politique des rentes. Et il faut intégrer, à mon avis, toute cette prestation sociale, politique d'emploi et outils comme les revenus universels de base dans les débats pour repenser, je dirais, l'ensemble des outils de protection sociale de l'État
qui, si on arrive, ça serait un résultat très salutaire, je dirais, de cette terrible crise du Covid-19. Tu as quelque chose à ajouter, Larabi? Je dirais une chose, effectivement, enfin, on ne peut pas penser le revenu universel, qu'il soit conditionné ou pas conditionné, uniquement en tant que revenu et en tant que mécanisme seul, disons, d'appui aux populations ou d'aide aux populations vulnérables. Il faut l'inscrire dans le cadre d'un système global de protection sociale qui soit intégré et qui prend en considération, comme tu le disais, là je suis tout à fait d'accord avec toi, l'accès aux services publics et la gratuité l'accès aux services publics. Si on assure la gratuité à l'accès aux services publics dans des conditions sociales acceptables et dans des conditions de qualité requises, il y a évidemment moins de besoin de dépenses de l'État en transfert monétaire, parce que c'est le budget de l'État qui va prendre en charge l'accès à ces services. Donc, il faut penser le global, tenons compte évidemment à la fois de la contrainte financière et d'un bon arbitrage entre les choix publics à mettre en place. Voilà, je pense qu'on a fini, non? Oui. Parfait, messieurs. Merci.